Et dans le débat première, Bertrand, vous vous interrogez aujourd'hui avec vos invités sur la pérennité de la cour d'assises. Exactement, ce sera notre débat, notre question du jour à 12h30. La cour d'assises que souhaite réformer le ministre de la Justice, Koen Geens. Il a présenté un plan cour d'assises 2.0. Mais les défenseurs de la cour d'assises y voient une nouvelle fois un enterrement de première classe pour le jury populaire. On reviendra donc à la source que nous apporte le jury populaire. D'où vient-il? Est-il encore adapté au temps où nous vivons? C'est les questions qu'on se posera tout à l'heure à 12h30. Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 37 07. Mais avant cela, on croise les regards sur l'actualité avec trois sujets et deux débatteurs. Aujourd'hui, il sera évidemment question des suites des événements en Catalogne. On reviendra aussi sur l'Europe d'Emmanuel Macron, vu notamment de ce qui se passe en Allemagne. Et puis on parlera de la Turquie qui a décidé d'acheter un système antimissile, oui très bien, mais aux Russes, alors qu'elle est alliée de l'OTAN. Midi 13h. Débat Première. Bertrand N. Avec nous autour de la table, Amandine Crespi, qui est politologue à l'Institut d'études européennes de l'ULB. Bonjour. Bonjour. Amandine Crespi et Jean-Pierre Strobans, correspondant à Bruxelles pour le journal Le Monde. Bonjour Jean-Pierre Strobans. C'est donc l'événement du week-end, de la semaine, du mois, et peut-être plus même pour l'Espagne et pour l'Europe, ce référendum, ou plutôt cette tentative de référendum sur l'indépendance de la Catalogne, émaillée, vous l'avez certainement vu, par les interventions de la police espagnole. Guerre de l'image, guerre de communication entre les deux camps, confrontation complète qui ne semble vraiment pas vouloir s'arrêter. Un pays de l'Union européenne qui vit un conflit donc de légitimité, c'est évidemment toute l'Union qui est interpellée. On écoute d'ailleurs l'appel lancé ce matin par le représentant du gouvernement catalan auprès de l'Union européenne, Amadeu Altafaj. C'était chez Mehdi Kelfat. On l'écoute et on en parle juste après. Il y a toujours moyen de se mettre autour de la table. On ne demande que ça depuis 7 ans en Catalogne. Mais il y a eu un refus systématique du dialogue politique qui fait que les positions aujourd'hui sont plus polarisées que jamais. Ceci étant dit, nous l'avons dit juste avant le scrutin nouveau, nous sommes toujours prêts à nous asseoir à une table de discussion, de négociation. Si cela ne peut pas être fait, malheureusement, de façon bilatérale, nous sommes aussi tout à fait ouverts aux bons offices d'une partie tierce, une médiation internationale que nous souhaiterions d'ailleurs qui soit européenne. Voilà l'appel d'une médiation européenne par Amadeu Altafaj. C'était ce matin dans la matinale de Mehdi Kelfat. Amandine Crespi, jusque maintenant, l'Union européenne, elle s'est montrée fort discrète. Alors il y a eu des prises de position généralement pour soutenir la loi, l'ordre de droit et indirectement peut-être la position de Madrid. Mais en tout cas, directement, il y a eu très peu d'interventions, sauf une de Charles Michel qui a condamné les violences. Est-ce que l'Union maintenant doit commencer à parler pour vous ? D'abord, sur le fond, il y a la situation délicate parce qu'il y a un conflit entre deux grands principes, à la fois politiques et juridiques. Donc, d'une part, l'unité et la souveraineté de l'État-nation espagnol, en l'occurrence, et d'autre part, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, en la matière, il n'y a pas de réponse ou de vérité juridique absolue. Il n'y a que des solutions politiques. Donc jusqu'à présent, effectivement, il y a eu par exemple aussi des interventions de Jean-Claude Juncker plutôt en soutien au maintien de l'intégrité des territoires des États-nations en Europe. Mais on voit qu'avec ce qui s'est passé hier soir et la réaction de Charles Michel, cette solidarité aussi des autres chefs d'État européens avec le gouvernement espagnol commence à se fissurer. À se lézarder un petit peu. Hein. Oui, jusqu'ici, on parlait très peu. Alors je pense qu'après Charles Michel, il y a eu le président estonien, si j'ai bien vu, qui a également condamné les violences, alors sans condamner et sans prendre position clairement entre les Catalans et Madrid. Mais vous pensez que c'est petit à petit, l'Europe va devoir maintenant parler, si pas d'une seule voix, en tout cas que les chefs d'État vont devoir commencer à se positionner plus clairement? Oui, je pense que dans l'hypothèse où ces tensions demeurent extrêmement fortes,
en Espagne, les instances européennes seront amenées à accompagner un processus de dialogue, parce que même si dans les traités, bien évidemment, il n'y a aucune procédure ou aucun guide pour exclure une région. Par ailleurs, l'acceptation d'un nouvel État membre d'une éventuelle région autonome requiert l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement. Donc évidemment, là, il y a un blocage. Donc, selon moi et selon toute vraisemblance, s'il n'y a pas de solution espagnole qui se profile, l'Union européenne devra accompagner un processus de dialogue et éventuellement faire glisser une Catalogne plus ou moins indépendante ou autonome au sein de l'Union européenne, parce que je vois très mal comment on déciderait au niveau européen de retirer aux citoyens catalans leurs droits et leur statut de citoyens européens. Allez, Jean-Pierre Strobans, comment vous voyez ce dilemme qui se pose pour beaucoup, mais enfin pour les chefs d'État européens, entre l'intégrité territoriale, la souveraineté d'un État et en même temps le droit à l'autodétermination, le droit de voter, de donner son avis? Je le vois comme un sacré guêpier, avec deux responsables essentiels. D'abord, M. Rajoy, qu'on a connu dans d'autres fonctions avant qu'il soit Premier ministre et qui confirme son caractère extrêmement inflexible, peu ouvert au dialogue, à la discussion. Altafaj, le représentant catalan, disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est il y a plusieurs années que cette négociation aurait pu commencer. Deuxième responsable, je pense que c'est l'Union européenne en tant que telle, et en particulier la Commission européenne. Elle se vante d'être une commission politique. On est là clairement, et notre interlocutrice vient de le dire, on est là clairement dans un problème politique. Je pense que, à force de soutenir M. Rajoy à tout prix, au-delà de toutes les considérations juridiques qui sont effectivement vraies, l'Europe ne peut pas se permettre une crise. L'Europe est une union d'États-nations. Évidemment, mettre le doigt dans l'engrenage catalan, inutile, puisque nous sommes en Belgique, de parler des conséquences que ça pourrait avoir pour nous, mais pour d'autres pays également, et pour d'autres minorités en Europe qu'on oublie un peu souvent d'ailleurs. Donc, par ailleurs, je pense que parce qu'il s'agissait de soutenir Rajoy, membre du PPE, alors que toutes les institutions européennes, c'est d'ailleurs une situation assez étrange, on a un président du Conseil, de la Commission et du Parlement qui sont tous PPE. Ce parti n'a quand même pas une majorité absolue en Europe. Et donc, pour des raisons de protection de Rajoy, pour des raisons de protection de l'ordre juridique et constitutionnel espagnol, et pour préserver l'Union européenne, on est passé à côté de l'occasion. Est-ce que maintenant, Juncker, qui s'y est refusé jusqu'à présent, peut jouer les médiateurs ? Clairement, dans toutes les réactions qu'on a entendues depuis hier, il est évident que ce dialogue politique auquel on appelle, c'est la seule solution. Et je pense que Rajoy n'y étant pas prêt, et je me demande si les Catalans eux-mêmes aujourd'hui, en tout cas les dirigeants catalans en ce moment, est-ce que eux-mêmes sont prêts à ce dialogue? On ne voit effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, qu'une solution européenne, mais je la vois mal se dessiner. Alors, au moment où nous nous parlons, c'est qu'il y a ce sacro-saint briefing de la Commission européenne. Je pense que les porte-paroles de la Commission vont être bombardés de questions, et ce midi, on va devoir émerger quelque chose. On ne peut pas tolérer ce qui s'est passé hier. On ne peut pas critiquer la Pologne, la Hongrie et fermer les yeux sur 800 blessés dans une ville européenne. Hey, Amandine Crespi, je ne sais pas si le gouvernement catalan a gagné beaucoup de choses dans cette affaire, mais il aura peut-être au moins gagné quasiment l'obligation morale, peut-être, d'une série de voix en Europe, et notamment de dirigeants, de prendre une position dans un dossier sur lequel ils se sont tenus jusqu'ici. C'est peut-être ça qu'ils cherchaient, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et la réaction de Charles Michel à cet égard est caractéristique. On voit que ce soutien des chefs d'État et de gouvernement se fissure, parce que l'attitude de Mariano Rajoy est extrêmement contre-productive. Ce manque de flexibilité, on peut rappeler que en son temps, lorsque Luis Zapatero était au pouvoir dans les années 2000, il avait géré la question catalane de manière beaucoup plus flexible. Donc il y a eu très clairement ces dernières années un raidissement de la droite espagnole sur cette question. Et un raidissement des catalanistes ou des indépendantistes catalans aussi, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui revient, notamment dans les débats qu'on peut suivre entre catalans et espagnols via les réseaux sociaux maintenant. Chacun s'accuse mutuellement de radicalisation. Ça va dans les deux sens. Alors, oui. difficile pour nous de jouer les juges là-dedans, mais bon.
Évidemment, ce qu'on voit dans ce genre de situation, c'est un cycle de réaction en chaîne où un certain raidissement au niveau du gouvernement de Madrid a entraîné, et on peut le suivre de manière très très claire à travers les sondages et les différentes consultations qui ont été menées ces dernières années, où on arrive dans une situation où il y a quelques années, il n'y avait pas de majorité pour une indépendance et où très clairement la cause a gagné un soutien de manière extrêmement rapide ces dernières années au sein de l'opinion catalane, et ce qui s'est passé hier ne va que contribuer à encore alimenter l'antagonisme à ce niveau-là. La seule solution, c'était une solution un peu à l'écossaise, Jean-Pierre Stroban, c'était d'autoriser quelque part un référendum. D'ailleurs, il y a eu pas mal de réactions qui sont venues plus du Royaume-Uni que d'ailleurs en Europe. Il y a eu notamment Jeremy Corbyn qui a parlé, le ministre des Affaires étrangères a parlé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même là peut-être une sensibilité plus forte à un certain respect des minorités et du sens de l'État. Je pense qu'effectivement, le référendum écossais a montré qu'avec une véritable campagne électorale et un point de vue défendu, en l'occurrence par le gouvernement de Londres, contre l'idée de l'indépendance, ce référendum a été perdu par, alors on déplore ou on déplore pas selon ses convictions, il a été perdu par le SNP, par Madame Sturgeon, parce qu'il y a eu un vrai débat. Et si, je pense, Rajoy et d'autres en Espagne avaient osé ce débat, on était encore il y a quelques temps dans une fourchette, si je ne me trompe pas, de 52 contre l'indépendance pour 48 pour. Je pense effectivement que je suis totalement d'accord là aussi avec ce qui a été dit maintenant. On est dans une phase de radicalisation. On a vraiment l'impression que les Catalans sont rentrés dans une voie sans issue et qu'on a bouché toutes les rues. Et donc la seule solution maintenant pour beaucoup de gens, c'est de continuer droit devant eux, parce que au-delà de l'indépendance, il y a maintenant une condamnation très vive des position de ce gouvernement et de son action. Amandine Crespy, ce qu'on dit souvent dans ce dossier, c'est qu'il y a une peur chez les dirigeants européens d'une sorte d'effet domino d'autres régions sécessionnistes ou dans lesquelles on peut voir des tentatives sécessionnistes, que ce soit en Corse, que ce soit en Flandre, que ce soit ailleurs en Europe. Est-ce que vous pensez que c'est un risque réel, ça, que si de ce processus, de ce qu'on voit aujourd'hui, dans quelques années, la Catalogne devient un État indépendant, qu'on donne raison quelque part aux Catalans, qu'il faille donner raison à d'autres au sein de l'Union? Est-ce que vous pensez que c'est un risque vraiment réel, ça? C'est très difficile à évaluer à l'heure actuelle. C'est vrai que ça créerait un précédent. Ça veut dire qu'on créerait des procédures, des voies juridiques pour normaliser... Une jurisprudence, quelque part. Oui, en quelque sorte, pour normaliser une situation de sécession. Donc ça pourrait effectivement donner un certain vent à des mouvements indépendantistes, régionalistes dans d'autres pays, en Italie du Nord, etc. Maintenant, on ne peut pas comparer en tout point la situation catalane avec la situation écossaise, par exemple. Il y a des passés historiques et la nature de ces mouvements régionalistes, leur orientation politique, qu'elle soit à gauche ou à droite, qui sont radicalement différentes. Les attitudes des gouvernements centraux sont elles aussi radicalement différentes. Donc je crois que on ne verrait pas en tout cas un effet domino de manière quasi automatique, ou en tout cas très rapide. Ça, je ne le pense pas. Et on voit dans la question écossaise, d'ailleurs, qui s'est beaucoup posée avec l'année dernière et qui se pose encore d'une certaine manière, mais qui a un peu refroidi. On voit que le Brexit, on craignait que cela avive encore les velléités d'indépendance. Ça n'a pas forcément été le cas. Jean-Pierre Stroban, on va aussi, à un moment donné, commencer à se poser la question en Belgique. Jusque maintenant, les nationalistes ont une position de se dire que la Belgique, elle doit faire partie de la solution politique, ce qui est plutôt assez intelligent comme réflexion. Il n'y a pas du tout de demande ou d'évidence que la NVA doit prendre un exemple sur ce qui se passe en Catalogne. C'est rarement le cas. Les seuls qui le font ouvertement, c'est le Vlaams Belang. Absolument. J'ai quand même l'impression que la comparaison entre la Catalogne et l'Écosse, je préfère la faire personnellement entre la Catalogne et la Flandre. Région riche, région qui produit une bonne partie de la richesse nationale, qui fait d'exportation, qui a des investissements, etc. Il faut
quand même rappeler à propos de la NVA que il y a 2 ans, Monsieur Yambon, interrogé sur l'hypothèse d'un oui catalan à l'indépendance, a dit effectivement, il faudrait bien considérer le problème. Donc si cette déclaration unilatérale d'indépendance se fait à Barcelone demain, il va quand même être très intéressant de savoir ce que va faire la NVA, ce que vont faire les ministres NVA au sein du gouvernement, parce que il faudra que le pays se prononce. Et le parti dominant dans ce gouvernement, c'est la NVA. Donc je pense que, je dirais aussi que la réaction de Charles Michel, extrêmement intéressante et très noble, je trouve, saluée dans toute l'Europe, elle était quand même aussi un peu dictée par des considérations de politique nationale, à mon avis. Il fallait quand même donner un signe à la NVA que on n'était sans doute pas derrière Rajoy, mais qu'on écoutait aussi ce qui se disait en interne. Donc, je pense que ça peut avoir des conséquences assez rapides, mais que en même temps, on a entendu Bourgeois s'exprimer dans le début de votre émission. Il parle de dialogue. Donc tout le monde se rassemble autour de cette idée. Il faut un dialogue parce que sinon on est parti pour une aventure que plus personne ne maîtrisera. Mais encore une fois, s'il s'agit demain de prendre position, ça va être très, très intéressant de voir ce qui se déroule au sein du gouvernement Michel. Eh bien, on regardera ça avec attention, évidemment, et on n'hésitera pas à en reparler ici. Le débat revient dans un instant avec la politique européenne d'Emmanuel Macron et puis la Turquie d'Erdogan qui a décidé d'acheter son matériel antimissile aux Russes. Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 37 07. Débat première, midi 13h. Plus de 500 vins à découvrir. Il va y avoir des bouchons chez Cora. La foire au vin, c'est jusqu'au 30 octobre chez Cora. Ou sur corawine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Moins de la laine de verre moins chère, ok. Mais attention à la performance thermique. Du 2 au 21 octobre, chez Tout Faire Matériaux, c'est les prix qualité pro spécial isolation. Et la laine de verre Hometech 35, épaisseur 180 mm, est à seulement 7,95 € le mètre carré, avec un R de 5.1. C'est ça, les prix qualité pro. Gagnez en savoir-faire. Soit 28,62 € le rouleau de 3 mètres carrés 60. Je crois, jeune homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute. Le jeune Karl Marx, un film de Raoul Peck avec Auguste Dil et Olivier Gourmet. Découvrez la naissance d'un mythe, d'un combat qui bouleversa notre société. Il n'y a pas de bonheur sans révolte. J'espère le voir bientôt craquer, ce vieux monde. Le jeune Karl Marx, une coproduction RTBF en salle le 4 octobre. Croissance des prix en berne. Taux d'intérêt hypothécaire en hausse légère. Banque sous surveillance et prêtant moins. Faut-il encore investir dans un bien immobilier? Dossier IMO, le Vif Express. Les conseils et les pièges à éviter absolument. Le Vif Express pour ne rien vous cacher. La première présente, Sacha Torop. On commet les choses dans le froid du blanc. Confortablement allongé dans une pénombre enveloppante, venez goûter à la voix douce et écorchée de Sacha Torop et de ses invités lors d'une sieste acoustique. Le 15 octobre, à la Ferme du Biérot. Infos et réservations fermedubiérot.be avec la Libre Belgique et TVcom. La Ferme du Biérot, la maison de toutes les musiques. Midi 13h, débat première. La table de l'actu continue avec Amandine Crespi, qui est politologue à l'Institut d'études européennes de l'ULB, et Jean-Pierre Strobans, qui est correspondant à Bruxelles pour le journal Le Monde. Amandine Crespi, c'est donc le moment où vous pouvez choisir le sujet que vous voulez évoquer autour de cette table. Et vous vouliez revenir sur l'agenda européen d'Emmanuel Macron, qui semble vouloir reprendre un petit peu les rênes politiques de l'Union européenne, en tout cas les rênes de la proposition politique. Je ne sais pas si ça va être vraiment les rênes du pouvoir, mais la reine de la proposition. Il veut projeté. Il veut être le leader du projet européen. Oui, en tout cas, affirmer que la France est de retour, a commencé dans le tandem franco-allemand. Et puis, ce qui est frappant, par exemple, dans le discours qu'il a prononcé à la Sorbonne la semaine dernière, c'est une volonté de faire rupture, au moins avec ses deux prédécesseurs, et de mettre un terme au silence un peu assourdissant des présidents français sur la question européenne. Il ne veut plus avoir l'Europe honteuse. Et il s'agit en fait, et là c'est un point de vue très français, de surmonter le traumatisme de 2005 et d'avoir le courage de nouveau de parler d'Europe dans cette situation où l'Europe s'enlise, où l'Allemagne est bien seule finalement à l'initiative et on le voit, même si c'est de manière prudente, finalement
effectivement impose la direction qui correspond à ses intérêts. D'une certaine manière, c'est tout à fait logique. Mais ça a rencontré de grandes résistances, on va dire, jusqu'ici. Voilà, ouais. et donc Emmanuel Macron, je crois que c'est ce qui est vraiment à relever, parce que sur le plan des propositions en elles-mêmes, on voit qu'elles sont relativement attendues. Il veut construire une Europe de la défense et de la sécurité. Il veut renforcer l'action européenne sur la question migratoire. Il veut renforcer la zone euro, notamment de gouvernement. Oui, économique. alors ça, c'est peut-être plus controversé. Sur beaucoup d'autres choses, c'est pas très controversé. Par exemple, le numérique, donc tout cela était assez attendu. Effectivement, sur la question de comment renforcer la zone euro, c'est là que le débat avec l'Allemagne d'Angela Merkel est tout à fait attendu. Donc elle s'est exprimée de manière assez brève, assez vague, pour dire qu'elle soutenait les initiatives d'Emmanuel Macron, étant entendu que les détails, les contours et qu'est-ce qui va pouvoir être effectivement mis en œuvre doit encore être discuté, d'autant plus que, comme on le sait, elle est un petit peu enlisée dans des discussions pour construire une coalition avec des partenaires écologistes libéraux qui ont des vues bien différentes sur ces questions-là. Jean-Pierre Stroban, au moins sur l'agenda, parce qu'on a beaucoup relevé les propositions qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, l'originalité ou non de ces propositions, mais sur le fait qu'il déroule cet agenda européen, puisque ça a commencé avant cette rencontre à la Sorbonne, c'était la fin d'un triptyque, si je me souviens bien, en plein agenda politique allemand. Est-ce que vous liez un petit peu les deux? Il a voulu marquer son territoire là à un moment où Angela Merkel était en pleine période de réélection. Je pense réellement que personne n'a prévu qu'il y aurait une telle claque, à la fois pour les sociaux-démocrates et pour le parti de Merkel. Je pense que tout le monde tablait quand même, et Macron en particulier, sur l'idée, on voit bien qu'ils vont perdre des sièges, mais peut-être pas la majorité. Et vous avez vu qu'il y a quand même eu une petite tentative de Merkel, dès que Schulz et le SPD, ont dit non, on peut plus gouverner ensemble. Merkel a refait une petite tentative en disant il faudrait quand même qu'on arrive à se parler. Pourquoi? Parce que l'alternative, elle est claire, il y en a qu'une d'ailleurs, c'est les libéraux, le FDP, qui, sur les réformes de Macron concernant la zone euro, sont très sceptiques, c'est moi très sceptiques, même si depuis le discours s'est un peu calmé. Il y a dans mon journal une opinion ce week-end des jeunes de ce parti qui dit on peut s'entendre, en gros. Faudra aussi s'entendre avec les écologistes. Donc, je pense que Macron espérait quand même une reconduction de cette coalition, ça lui facilitait les choses. Schulz est évidemment totalement pro-européen et aurait pu, je dirais, pousser la chancelière davantage encore vers la réalisation de cet agenda européen. Alors Macron, en même temps, aujourd'hui, il prend la main. Et tout va il prend la main, parce qu'il est plus en position de force politiquement que Merkel, donc les équilibres sont un peu inversés, mais tout va dépendre de Merkel. On peut penser qu'elle en est à son dernier mandat, et que peut-être qu'elle aura l'audace de passer aussi au-delà de certains blocages allemands pour réaliser cette Europe. La menace de l'AfD est quand même une vraie menace aujourd'hui, et elle va peut-être se dire, compte tenu de ce qui s'est passé en France, de ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, et de ce qui menace en Allemagne aujourd'hui, on a peut-être intérêt à y aller. Avec celui-là, parce que après, ni moi ni d'autres ne savons ce qui va se passer. Allez, rapidement, Amandine Crespi, c'est aussi votre avis? Il est face à un vrai dilemme maintenant, Angela Merkel, dans sa conduite de l'Europe et de son projet politique, du coup, en Allemagne. Oui, la difficulté, c'est qu'Angela Merkel n'a jamais eu de vision européenne. Je crois qu'elle n'en a toujours pas réellement. Elle a principalement tenté de bien servir son pays dans un contexte tout à fait exceptionnel où elle a été forcée de prendre des initiatives politiques et des décisions politiques qui se sont révélées extrêmement fortes. Et donc, effectivement, son dernier mandat, c'est aussi sa chance de ne pas rester dans l'histoire comme la chancelière de l'austérité, qui a mis la Grèce à genoux, et de rester aussi dans l'histoire comme la chancelière qui a pu relancer une dynamique européenne, remettre le projet européen sur des rails avec un partenaire français qui, maintenant, tente de s'affirmer de nouveau. Alors, il nous reste à parler de votre sujet, Jean-Pierre Stroban. Vous vouliez nous parler des Turcs, du régime
d'Erdogan qui a acheté des antimissiles aux Russes. On reste quelque part dans le contexte européen, effectivement. On sait que l'Europe a pas mal de problèmes avec la Turquie. À mon avis, on s'apercevra assez rapidement que l'OTAN aussi a des problèmes avec la Turquie. Pourquoi ? C'est vrai que cette information a passé un peu, elle a été un peu noyée dans le flux de, il a fallu que je cherche. De la fin août. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les Turcs ? Ils ont acheté ce qu'on appelle des S-400, qui sont des missiles antimissiles, anti-aériens, à la Russie. Alors déjà, premier problème, c'est que c'est quand même enfoncer un coin dans la solidarité euro-atlantique. Il faut rappeler que la Turquie est la deuxième armée de l'OTAN, qu'elle joue un rôle clé évidemment dans une zone évidemment particulièrement sensible aujourd'hui. Et les S-400 qu'elle a achetés à Monsieur Poutine ne sont pas compatibles avec le système OTAN. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connecter cet armement avec le réseau d'armement de l'OTAN et que ça rend extrêmement compliqué, voire impossible, le déploiement d'un bouclier antimissile, vieille idée de l'administration américaine, concrétisée par Obama et par l'OTAN, qui est en phase d'installation, mais que ces S-400 vont affreusement compliquer dès l'instant où on ne peut pas les insérer dans l'architecture de défense européenne. Donc une belle entaille quand même dans le projet. Je pense que c'est une belle entaille. Alors tout le monde croise les doigts pour le moment, disant Erdogan est tellement coutumier de certaines foucades qu'il ne va peut-être pas mener ce contrat à bien. À voir. On suivra ça évidemment. Merci à tous les deux d'avoir été les débatteurs de cette table de l'actu. Juste après le rappel des titres, on évoque l'avenir du jury d'assises. Rejoignez le débat via Facebook et Twitter et 02 737 37 07. Midi 13h. Débat première.